Bonsoir chers amis, très heureux de vous retrouver en direct sur ce plateau extraordinaire. On va parler de politique, on va parler des sujets de la semaine, on va jouer à des jeux débiles, on va avoir l'avis d'Adèle et on va recevoir notre invité politique dans la deuxième partie de l'émission. Il s'agira du président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande, Boris Vallaud. Mais avant ça, on va discuter avec les plus belles et les plus beaux des chroniqueuses et des chroniqueurs. On est avec Antoine. Salut Antoine. Salut Jean. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va bien, ça fait plaisir d'être là. Mais ouais, ça fait plaisir de te retrouver. T'es doctorant en sciences politiques, directeur de l'Observatoire de l'opinion de l'Institut Jean Jaurès. Exactement. Et bah ça fait vraiment plaisir de te voir. On est aussi avec Léa. Ça va Léa ? Coucou. Ça roule ? Ouais. Léa, tu es journaliste, tu es fondatrice du média Popol. Tout à fait, Popol qui a besoin de vous, je vous le dis comme ça, vite fait, je fais le placement de produit. Mais fais-le tout de Rapidos. suite. Fais-le rapidos. Popol est en cours de levée de fonds. Tout à fait, jusqu'à fin octobre, donc si jamais vous avez 5 balles à claquer, vous pouvez donner 4 balles à Backseat, 1 balle à Popol. Ou bon, bref. Ou l'inverse, vous faites Ou comme vous l'inverse, voulez. comme Mais vous voulez, merci Jean. Popol est un média féministe. Tout à fait, un média politique qui propose un regard féministe sur la vie politique. C'est plus précis que ça. À retrouver sur KissKissBankBank, si je dis pas de conneries. Tout à fait. Et sur toutes les plateformes qui vont bien pour retrouver Les podcasts, la newsletter sur Kessel, tout ça, et bientôt un site internet, si vous le voulez bien. Grâce au financement participatif. Tout à Et bah ça fait. fait plaisir de te voir Léa sur le plateau de Backseat. On est avec Malek aussi. Salut tout le monde, Tu vas bien Malek ? ça va et toi ? Bah écoute, ça roule Malek. Toi t'es conseiller en communication politique, t'es chroniqueur et tu es le fondateur du podcast Autour de moi. C'est vrai, qui est enfin lancé. Qui vient de sortir, premier épisode la semaine dernière. Ouais, et des retours incroyables, la commune de Backseat qui était là. Ah ouais, ils ont Oui, des retours, c'est j'ai reçu cool. des messages, c'était trop cool, merci encore. Ce podcast représente le nous. Alors c'est la première discussion, on va demander à nos invités de ne pas parler d'eux, mais de parler de ceux qui sont autour d'eux. Le premier épisode était avec la journaliste Nesrine Slaoui, sorti la semaine dernière. Le deuxième épisode avec Agathe Oprou la semaine prochaine. Et voilà, Qui, c'est Agathe les Oprou autres qui était ma collègue à la télévision, chroniqueuse, animatrice à la télévision, qui a sorti un bouquin à la suite de son cancer. Elle va nous expliquer que le mot cancer n'est pas un gros mot Ok. et qu'il faut le dire sans aucune gêne et ça va être archi intéressant. Donc ça c'est pour le prochain épisode. Et bah merci à vous trois d'être avec nous. Ça vous va si on parle de politique ? Oui, bah on a un peu Bah, là moi pour je ça. voulais parler de toi d'abord. Comment vas-tu Jean ? Mais moi ça C'était va. comment le festival ? Paul and Chill, c'était très très cool. Merci à toute J'ai la loupé communauté ça, qui est malheureusement. venue. Ouais, t'as loupé ça. Malek était là. Heureusement que Malek était là. On a fait une journée extrêmement chill Ouais. et extrêmement politique parce que une succession de tables rondes dans laquelle j'ai encore plus brusqué mes invités que d'habitude parce que là ils étaient dans des putains de transats et vraiment ils Oui, hallucinaient quand ils sont j'ai arrivés. vu des images. Je les foutais dans des transats, C'est c'est assez pas la chill. anachronique. C'est complètement anachronique. Ils étaient en mode what the fuck et en même temps ils sont pliés au jeu. Mes invités, on a eu des tables rondes fascinantes sur l'union de la gauche, sur la droite, sur l'Union européenne, sur les médias, sur les institutions. 5 sujets qui moi me passionnent et 5 sujets sur lesquels j'ai eu des invités passionnants et surtout dans le bar les gens étaient là avec leurs lunettes de soleil Paul and Chill. On a bu des coups, on a fait la teuf et Non, mais Il y avait même Émilien Warvial qui est un collègue et ami doctorant avec un super polo jaune et noir et même un chapeau de paille et ça quand même c'était quand même assez Émilien grand. Warvial, j'étais super content de l'avoir. Il est absolument passionnant et il a effectivement, sans que personne lui demande quoi que ce soit, il a pris un chapeau de paille, il a fait vas-y, je suis dans le thème, va les couilles. On avait des députés de droite avec des colliers de fleurs. Oui, C'est pareil, je sais pas, c'est Claire, la chef de projet Oui, qui est arrivée j'ai- avant qu'il rentre sur j'ai eu scène. un Vous doute. voulez prendre ? Ils ont fait d'accord. De toute façon, c'était tellement what the fuck. Il y avait tout le monde avec des lunettes de soleil comme ça, tout le monde en train de boire des coups et tout. Ils ont dit, je sais pas où on est, mais du coup, ils ont mis un putain de collier de fleurs. Et après, la question, c'est ça veut dire quoi être de droite ? Et ils répondaient à cette question avec un collier de fleurs. J'étais en mode, ok, c'est Paul and Chill. C'est exactement ce que je voulais créer. C'était vraiment la rencontre du troisième type. Mais non, c'était vraiment très très cool. bah bravo. Donc, ouais, non, merci à toi. Bon, allez, c'est parti, on parle de politique. C'est parti pour les sujets de la semaine. Ouais, on va pas y échapper. Alors les sujets de cette semaine en politique, chers amis, ça a commencé fort lundi 2 octobre. Ce lundi, il y a eu une réunion de tous les chefs, presque tous les chefs de parti de la NUPES pour discuter de l'avenir de cette alliance électorale à gauche. Fun fact, cette réunion a eu lieu dans un bar qui s'appelle le Bellucci's. Le Bellucci's est un bar à Paris, qui est un bar historique de la France insoumise, puisque c'est là qu'en 2017, les insoumis ont fait leur soirée électorale. Et donc, dans la mythologie insoumise, c'est un bar important. Mais c'est aussi le bar dans lequel Backseat avait fait sa première émission en public, Oh oui. avec un invité insoumis qui s'appelle toujours Adrien Quatennens, et qui était venu sur le plateau nous qui jurer... s'appelait.
qui était venu sur le plateau au Bellucci's nous jurer que jamais il y aura d'union de la gauche dans ce pays, les insoumis ne signeront jamais avec les socialistes, etc. Et un an et demi plus tard, la NUPES était née entre-temps, et un an et demi plus tard, c'est dans ce même bar que se retrouvent à nouveau, du coup, les parties prenantes de la NUPES pour discuter de l'avenir de cette NUPES. Et l'avenir de cette NUPES, ça va être le point d'interrogation, puisque Marine Tondelier, la chef des écolos, après un suspense, a déclaré qu'elle n'irait pas, donc elle n'y est pas allée lundi, elle était attendue, elle ne s'y est pas présentée. Olivier Faure, le patron des socialistes, y est allé, il a été applaudi par les militants insoumis au cri de « Olivier avec nous », mais en arrivant, il a été assez cash en disant il faut, je cite ces mots, il a déclaré qu'il ne fallait pas poursuivre ce feuilleton délétère en actant le fait que LV et le PCF étaient en dehors de la NUPES. Il ne faut pas poursuivre ce feuilleton délétère. Donc voilà, Ouais. clairement, il était venu à un enterrement, plus qu'autre chose. Et Manuel Bompard, donc le patron de la France Insoumise, de l'organisation de la France Insoumise, avait écrit dès le 29 septembre, qu'il regrettait la décision de Fabien Roussel de, je cite, quitter la NUPES. Du coup, ma question, je vous la pose très cash à tous les trois. Est-ce que c'est fini la NUPES ? Malek. Je me pose la question, j'ai pas la réponse, j'aimerais te la donner. Mais pour le coup, on a parlé de l'acte 2 de la NUPES qui devait arriver. Là, tout le monde y est contraint. Il faut savoir, est-ce que cette décision de partir en ordre dispersé pour les européennes acte la fin de la NUPES, la fin définitive, ou est-ce qu'on est sur un acte 2 et on se projette sur 2027 et en discutant du pourquoi, du comment et avec qui on n'insulte pas ses partenaires quand on veut faire union avec eux, d'un côté. Et on arrête de vouloir vanter l'Acquis France avec des propositions tout aussi ridicules les unes que les autres. Big up à Fabien Roussel. Donc il y a un petit peu tout le monde doit mettre un petit peu d'eau dans son vin. Et moi, je suis surtout, c'est pour ça que c'est très bien d'avoir Boris Vallaud comme invité aujourd'hui. Je suis très curieux de savoir, parce qu'en réalité, ça se passe plus ou moins bien entre les groupes à l'Assemblée dans le travail au quotidien. Il y a des groupes de travail au sein de la NUPES qui fonctionnent bien. Est-ce que les partis ne vont pas tuer l'union à l'Assemblée nationale ? C'est la vraie question. Ça, on va en discuter tout à l'heure, mais sur l'anecdote que tu racontais, effectivement, à Paul & Chill samedi dernier, et vous retrouverez la vidéo, on a fait une table ronde sur la gauche, son union, sa désunion, et on avait Léon Desfontaines, la tête de liste PCF pour les élections européennes, qui défend l'autonomie du PCF pour ces élections-là, et même en général, et Manon Aubry, ancienne tête de liste en 2019, qui défend, elle, l'union, et effectivement, ils ont eu ce dialogue un peu tendu, mais c'était attendu, et elle a parlé de... Manon Aubry faisait l'extrait en parlant de relations d'amour. La NUPES, c'est comme une relation d'amour, il faut que chacun y mette du sien et tout. Et Léon Desfontaines lui a dit, quand on a une relation d'amour, on traite pas son amoureux de nazi. Ce à quoi elle a répondu tac au tac, ouais, et on jure pas à son amoureux qu'on sera plus ensemble dans 3 ans. Et l'échange était... moi, j'étais en animation de table ronde, j'étais en mode, ok, un partout, là. Clairement, ça joue, l'arbitre a pas sifflé, c'est validé des deux côtés. Et c'est effectivement un peu ce que tu as dit. On a aussi Daniel Simonet, qui l'a dit au micro d'LCP parce qu'elle ne sait pas que l'actualité se passe sur Backseat, mais on ne lui en veut pas, qui a dit qu'elle ne soutenait pas forcément les prises de position de Sophia Chikirou, entre autres, pour attaquer les partenaires. Léa, faut l'entendre. Léa, est-ce que la NUPES, c'est mort ? Alors, est-ce que la NUPES est morte ? Non, alors je pense pas. Je suis d'accord avec ce que disait Malek par rapport à la réalité en fait du travail au quotidien. Là, effectivement, la NUPES est en train de préparer au sein de l'Assemblée nationale, on aura l'occasion de voir ça avec M. Vallaud, un contre-budget quand même, c'est assez important, une contre-proposition, un contre-PLF en quelque sorte, donc c'est pas rien. Il y a effectivement des initiatives, on a le sentiment en tout cas que ça semble tenir dans les institutions, dans une certaine mesure. Sur le plan médiatique et sur le plan national, on a l'impression que ça patine énormément, ça c'est sûr. À raison, puisque effectivement les signaux ne sont pas forcément très positifs en matière d'union. Après, il faut aussi voir ce que c'était. Je veux dire, à la base, c'était une alliance de circonstances pour des élections législatives. C'était très précis. C'est-à-dire que ces partis ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur un accord de gouvernement, un programme de gouvernement Ils se sont mis d'accord. Pour la présidentielle. Ah oui, autant pour la présidentielle, qui était quand même l'élection clé. Oui, c'est vrai. Et quand ils ont vu qu'ils avaient chié dans la colle, du coup, ils se sont dit autant essayer de rattraper le tir avec les législatives, mais parce que ça a arrangé tout le monde. Là, ce qu'on constate, c'est que les élections européennes n'intéressent pas forcément. On sait que c'est pas forcément dans l'intérêt de tous les partis de gauche de faire alliance, mécaniquement, pour des résultats. On sait que c'est dans l'intérêt de la France Insoumise, donc on n'est pas surpris
que c'est eux, que ce soit eux qui sont en train de pousser et de forcer dans ce sens. Par ailleurs, la prochaine échéance électorale après ça, ce sera les municipales. Et même chose. Les partis n'ont pas vraiment d'intérêt, en tout cas les partis qui sont majoritaires dans l'implantation territoriale, et à plus forte raison, le Parti socialiste n'a pas vraiment d'intérêt, en fait, de faire élection. Ça dépend des villes, ça dépend des... Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Assez peu, tu vois, globalement. D'ailleurs, ce qui s'est passé pour les sénatoriales, certains candidats sont partis avec l'étiquette, certains candidats LFI sont partis avec l'étiquette NUPES, et ça a foutu un sacré sbul. Parce qu'ils disaient, en fait, non, vous ne pouvez pas faire ça, il n'y avait pas d'accord, etc. Ça s'est engueulé, donc, un accord de circonstances qui demeure un accord de circonstances en fonction aussi des textes, parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas forcément une voie commune non plus pendant la réforme des retraites. On va voir ce qui va se passer sur le PJ à l'immigration, mais je crains que les choses ne soient pas aussi évidentes que ce que certains laisseraient entendre. Donc voilà, c'est finalement... tu sais, c'est un peu un fuck friend, quoi. Si on doit revenir sur l'île. Il n'y a pas d'amour, mais on baisse quand on a besoin. Ouais, c'est ça, ouais. Genre, si on doit reprendre la métaphore de la relation amoureuse, moi, je dirais que c'est un peu ça, quoi. J'adore, c'est exactement ça. C'est vraiment parfait. Ouais, c'est vraiment c'est un plan cul, la NUPES. Antoine, est-ce que la NUPES est morte ? Une jolie comparaison. Il va enchaîner après. On posera la question à Boris Vallaud, on verra comment il réagit. Finalement, la NUPES, est-ce que c'est pas votre best fuck friend? Je pense que tout va dépendre des résultats des européennes, finalement. Parce qu'en fait, si tu te retrouves au moment des européennes avec le RN et la Macronie qui est hyper loin devant tous les autres partis de gauche, tu peux avoir finalement une certaine pression à l'Union pour la prochaine séquence électorale majeure qui est la présidentielle et les législatives de 2027. C'est un peu finalement la seule option où je vois la NUPES perdurer et qu'il y a un candidat unique de la gauche au moment de la présidentielle de 2027. Mais sinon, ce qui est certain, c'est que là, on est vraiment dans une situation où tout le monde est en train de se tirer dans les pattes. C'était pas tant le cas que ça il y a encore un an, mais plus les mois évoluent, plus on a l'impression que c'est quelque chose qui est en train de vraiment être mis à mal. En même temps, c'est intéressant parce que cette discussion nous fait nous réinterroger sur qu'est-ce que c'était, j'en sais rien, je sais pas s'il faut en parler au passé, que cette NUPES. Toi, tu parles d'un accord de circonstances pour les élections législatives. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi parce que moi j'ai mais aussi pour l'examen de certains textes. Hein. Mais justement, c'est qu'en fait, la circonstance, en fait, c'est parfois il y a des erreurs d'analyse sur ce qu'était que la NUPES, enfin des erreurs d'analyse, en tout cas des analyses avec lesquelles je suis pas d'accord. La NUPES n'a pas été une invention de la France insoumise qui du jour au lendemain s'est dit tiens, je vais sauver le PS, le PC et les écolos. Non, mais c'est l'inverse, c'est le PS, le PC et les écolos. C'est pas non plus le PS, le PC et les écolos qui se sont dit tiens, finalement, Mélenchon, il est sympa. Après lui avoir craché à la gueule pendant toute la présidentielle. C'était la seule solution de garder leur siège, finalement. Mais c'est ça, pour les uns comme pour les autres, c'était une nécessité. D'où le caractère circonstanciel, où en fait, ils ont joué le jeu, non pas parce qu'ils se sont mis à en avoir envie, mais parce que c'était un besoin vital pour les uns et politique pour les autres. LFI est passé de 17 à plus de 80 des députés grâce à la NUPES. Et les socialistes, les communistes et les écolos ont eu des groupes à l'Assemblée nationale grâce à la NUPES aussi. Parce qu'en échange de ça, c'était pas la dispersion des voix à gauche, etc. C'était l'effondrement total de la gauche à l'Assemblée nationale. Non, mais clairement, mais je pense qu'il faut quand même pas négliger aussi l'aspect que la désunion est uniquement sur des questions stratégiques. Parce que sur le fond, alors certes, tu as des points de divergence, etc. Mais c'est des points de divergence qui avaient réussi à être réglés en l'espace de 3 jours entre la présidentielle et les législatives. Oui, mais parce qu'ils s'inscrivaient pas forcément dans une réalité, en fait. C'était juste un programme qu'ils n'avaient pas à tenir. Tu vois, s'ils avaient dû réellement gouverner, ces points de divergence leur auraient éclaté à la gueule, comme c'est le cas sur le fait qu'ils n'arrivent pas à s'accorder sur certains votes. Quand même, dans la plupart des cas, tu as une convergence majeure, mais même au Parlement européen, dans plus de 80% des cas, ils votent de la même manière. Je pense que c'est pas forcément là-dessus, mais quand tu regardes le PC qui s'en va, c'est parce qu'ils veulent pouvoir avoir plus de sièges de leur manière. ELV, pourquoi ils vont seuls aux européennes, c'est aussi parce qu'ils se disent que là, ils vont avoir plus de sièges et qu'il faut rééquilibrer les rapports de force à gauche et que s'il y a une union, ça doit être une union qui leur est plus favorable que ce qui était le cas au moment où ça a été fait pour les législatives. Donc finalement, tu as un peu l'impression que c'est quand même plus des considérations de jeux politiques, des enjeux stratégiques qui sont à l'origine des divergences. Et si tu te places dans la peau d'un électeur de gauche qui n'est pas forcément le plus politisé, tu vois ça, tu as juste envie de rester chez toi. Je pense qu'il y a vraiment des grosses divergences sur le plan idéologique aussi. Mais qui avait déjà été, qui avait été acté dans la discussion en réalité un petit peu, tu vois. Là, ils se déchirent purement sur un point de vue stratégique. Ouais. Et c'est archi intéressant. Cet été, je me suis fait un petit
Petit moment nostalgique gauche plurielle, et j'étais en train de réécouter une interview de Lionel Jospin. On occupe son été comme on peut, d'accord. Mais c'est un très bon programme d'été. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Et c'est Lionel Jospin qui disait, on lui demandait l'année dernière de réagir à la NUPES, et il dit oui, mais on a quand même demandé à des partis de faire en 3 semaines ce que nous on a fait en 2 ou 3 ans. Et en réalité, peut-être qu'on est un peu en train de payer ce rush. Moi, après, je rappelle que je soutenais l'initiative de la primaire populaire. Et donc, cette union-là, ce travail en amont, cette discussion-là, je l'appelais depuis longtemps. Bon, elle n'est pas arrivée et peut-être qu'on est en train de payer le fait d'avoir été trop vite, je sais pas. Est-ce que c'est si grave que ça? Parce que c'est aussi le truc. Là, on est en train de parler d'un cadavre, etc. On a l'impression que c'est la fin de la gauche et tout. Est-ce que la NUPES va empêcher la gauche de faire un score cumulé intéressant aux élections européennes? Est-ce que la NUPES va empêcher la gauche d'exister à l'Assemblée nationale? Parce qu'il y a un côté, maintenant que les élections législatives sont passées, les jeux sont faits pour 5 ans. Maintenant que les élections européennes n'ont pas encore eu lieu, mais on va voir quels vont être les scores qui vont être faits par les uns et par les autres. Et tout va être rebalancé effectivement sur les municipales, puis sur la présidentielle. Donc finalement, est-ce que c'est pas trop tôt pour crier à la mort de la NUPES? C'est juste qu'on est à nouveau en 2019, quoi. Tu te retrouves exactement dans la même Mmh. situation qu'à l'époque. Tu fais un pas en arrière de 5 ans et tu te dis peut-être qu'il va y avoir une pression au moment de la présidentielle pour qu'il y ait une union à nouveau. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que l'union, elle était là. Donc, si ça avait pu perdurer, ça aurait pas été plus mal. Hein. Oui, c'est dommage parce qu'en fait, au lieu de capitaliser finalement sur un moment assez fort, sur des méthodes de travail aussi collectives, sur une stratégie finalement aussi collective. Je veux dire, là, ils auraient dans l'absolu 4 ans pour préparer la suite. Et effectivement, peut-être y aller en marche un peu dispersée pour les européennes et les municipales, mais en tout cas se concentrer sur là où l'union fait la force, c'est-à-dire les élections législatives et l'élection présidentielle. Donc on est vraiment en train de perdre du temps. Moi, je pense que c'est grave dans le sens où finalement l'alternative à gauche aurait pu se construire et pourrait encore se construire et que finalement il y a un peu du gâchis pour des raisons essentiellement d'ego, voilà, et de personnes, parce que c'est quand même ça aussi qu'il faut soulever. C'est grave dans le Je pense sens que c'est où... des égos de jeu personne. Oh, un petit peu quand même. Quand tu prends Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, voilà. Ok. Non, mais c'est peut-être mon analyse personnelle, ça n'engage Non, que moi. je sais pas. Mais oui, j'en suis quasiment intimement convaincue. Oui, tout à fait. À mon avis, ça joue un tout petit peu dans l'équation. Ouais, chouïa. Mais quand même. Et tout ça pour dire que quand même, l'élection, donc on prépare le terrain. La deuxième force politique du pays actuellement, et elle est en train de s'installer avec une alternative à gauche qui est inexistante, qui est en train de se tirer dans les pattes constamment, qui ne montre pas un visage uni, notamment sur la réforme des retraites, alors qu'il y avait un momentum à saisir, et il y a eu un échec total là-dessus. Enfin, quand même, tu Sur vois. la réforme des retraites, la gauche était unie. Ça a été Oui, mais sauf-conduit. Bof, non, pas tant que ça. Tu vois, on en discutera avec d'ailleurs Sur la Boris. méthode. Ouais, On en discutera avec Boris Vallaud. Oui, sur la méthode à La strate à la quand fin. même, c'était pas si fou, quoi. Enfin, désolé, Non, c'est mais vrai. il y avait un moment très fort où tout le monde était plus ou moins d'accord, où le peuple était d'accord. Je veux dire, ils avaient Le peuple de gauche, soutien. oui. Le Les peuple de syndicats, gauche, oui. mais même, tu vois, un peuple qui est finalement SOSDEM, etc. C'était facile de le ramener. Et là, en l'occurrence, il y a eu un échec, à mon avis. Il y a eu de la structuration, évidemment, sur le mouvement militant, etc. Mais ça ne s'est pas vérifié au sein des partis politiques. Deuxième chose, il ne faut pas négliger non plus les élections européennes, parce que si la gauche arrive en marge dispersée, qu'il y a effectivement un front qui n'arrive pas à se structurer, le deuxième parti français au sein de l'Union européenne, qui représente la France, ce sera le Rassemblement national. C'est dramatique. Je veux dire, c'est un pays, c'est quand même un parti eurosceptique dans finalement une année très charnière, qui est l'année 2024, sur laquelle l'Union européenne est en train de travailler sur justement la réforme de la question des migrations au sein de l'Union européenne. On se retrouve déjà avec suffisamment, à mon sens, de gouvernements d'extrême droite et de représentants d'extrême droite au sein du Parlement européen. Donc la gauche a une énorme responsabilité à ne pas bouder cette élection et à faire en sorte vraiment de gagner et de conserver une place digne de ce nom, quoi. Il y a quand même dans ces négociations qui ont lieu en ce moment au sein des partis de la NUPES un élément intéressant, c'est les jeunes. Les jeunes des partis de la NUPES plaident pour une grande partie d'entre eux, à l'exception des communistes, pour l'union, quitte parfois à se fâcher avec leurs aînés. Du coup, il se dit qu'une des stratégies de la France insoumise ayant échoué à faire union avec les partis, c'est de déposer une liste aux élections européennes d'union des jeunes. Qui enverrait le double message aux électeurs de gauche de notre liste, c'est celle de l'Union, et en plus, c'est celle des jeunes. Donc, il y a 2 raisons absolument extraordinaires de voter pour cette liste-là. Ça supposerait, par contre, que des jeunes de la NUPES fassent sécession avec leur parti
Et j'ai du mal à imaginer les jeunes socialistes et les jeunes écologistes se barrer de leur parti. Mais ceci étant, je me suis mis à imaginer, en préparant cette émission, je me suis dit, attends, il y a un monde dans lequel ils font une liste d'union, une liste unitaire à défaut d'être une liste d'union, que cette liste fait un score pas dégueulasse, voire même qu'elle arrive en tête, et que dans la foulée, les jeunes de la NUPES décident de se séparer, y compris d'LFI, pour créer leur propre parti de la NUPES, avec des élections. Tu vas trop loin. Ouais, alors, Marrant, mais faites ça les jeunes, la ce seule serait énorme. question, moi je suis chaud hein, là-dessus, mais la seule question que je te pose, c'est avec quelle thune, quoi. Mais avec l'énergie du Parce que désespoir, le- voilà, et tout de suite est chiante. Parce que Non, tu fais un mais financement participatif, c'est pour ça que tu c'est ça, demandes. voilà. Donc Non, donnez mais à oui, Popol et après on en reparle. L'ancien Non, mais jeune, c'est vrai. l'ancien jeune socialiste que je suis Ouais. peut te dire que les jeunes socialistes sont autonomes. Ils se sont battus pour cette autonomie. C'était en 93 avec Benoît Hamon. Mais ceux qui les financent, c'est le Parti socialiste. Et c'est ça, j'ai joué. Voilà. Moi aussi, je Voilà, me souviens c'est du pour discours, ça. on l'apprenait par cœur au MJS et tout. Ouais, c'est faux. C'est pour ça, genre avec quelle thune, quoi. Non, mais oui, c'est une question de pognon, mais c'est aussi une question d'envie politique, c'est une question de réponse aux aspirations du peuple de gauche, etc. Je sais pas si Ah non. demain, il y a une initiative qui naît issue d'un mouvement de jeunes qui décident de prendre... mais enfin, faut se rendre compte des bollocks qu'il faut avoir. Hein. Faut s'engueuler avec Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Marine Tondelier et Olivier Faure, en leur disant niquez-vous tous les quatre, on va faire notre propre parti unitaire de notre côté. C'est extrêmement difficile. Moi, Et puis je vous rappelle qu'il y a déjà des jeunes qui ont tenté un truc comme ça s'appelait la primaire populaire, ils étaient issus du mouvement climat. Voilà, vous vous souvenez de comment ils ont été reçus par les insoumis. Enfin, tu vois, il y a un moment, c'est pour ça que c'est full de la politique fiction ce que je suis en train de dire, mais qu'il y a un monde dans lequel, je sais pas, Bah, peut-être que c'est... Il y a des indiscrétions dans la presse qui nous parlent de cette liste d'union qui serait menée donc par Manon Aubry, avec Benoît Hamon dans cette liste-là. Moi, ta fiction, moi de toute façon, je vais toujours croire un petit peu à la fiction, on sait jamais. Ouais. Bah, why not, quoi. Je pense que ça a du panache. Mais Et les puis franchement, je vais te filles, ça dire, va faire ça. je sais pas si en face, Olivier Faure, Marine Tondelier, etc., vont aller tèche leurs jeunes du parti pour cette initiative-là. Je te le dis. Pas si sûr que ça. J'avoue. Non, mais voilà, le parti, vous l'appelez Faire Mieux. Voilà. Non, mais faites ce que vous voulez, vous l'appelez Faire Mieux, et c'est les jeunes de la NUPES qui créent leur propre organisation avec un congrès, avec des tendances, avec Putain, des mais t'es en machins. train de faire un coup d'état, en fait. Bah, Là. les couilles. Au point où j'en suis, j'en ai rien à foutre. Ouais. Mais Toi, tu vas avoir des problèmes. Hein. j'en ai déjà. Qu'est-ce que j'en ai à foutre. Mais bref, on va continuer évidemment à analyser l'avenir de la NUPES sur ce plateau, vous en doutez. On en parlera tout à l'heure avec notre invité Boris Vallaud, qui sera avec nous tout à l'heure. Deuxième sujet d'actualité dont on voulait parler, c'est un anniversaire. Ah. C'est le mien. Non, pas du tout. C'est pas Joyeux le mien. anniversaire, Jean. Ouais, merci beaucoup. Mais non, on voulait parler de l'anniversaire de la Constitution. Ah, joyeux anniversaire, Ouais, la Constitution. Joyeux anniversaire la Constitution. Et- 65 ans, c'est pas tout jeune. 65 ans, la 5e République, le 4 octobre 1958, était proclamée la 65 58. 65 ans. Ouais. Bah, c'est la retraite, hein, il faut arrêter, hein, la C'est la- 5e. Ah, Allez. Elle est bonne. Elle a déjà été faite. Elle est très bien. Non, elle est très très bien. Effectivement, 65 ans, plus toutes ses dents, la 5e République. Donc, cet anniversaire a été fêté. Oh, ça va, je fais ce que je veux. Cet anniversaire a été célébré hier au Conseil constitutionnel. ça devait être fun. Ou d'autres. Ou d'autres. C'est le Voilà. pire anniv de ta vie, quoi. Eh ben, attends, il y avait du beau linge, il y avait Laurent Fabius et il y Ouais, avait ouais. Emmanuel Macron, le président de la Wow. République en personne. C'est bien ce que Ça je fait disais. kiffer, hein. Est venu prononcer un discours qui était assez attendu, Emmanuel Macron donc a profité de cet anniversaire pour annoncer des souhaits qui étaient les siens pour une évolution des institutions. Il a parlé d'une réforme de l'article 11 sur le référendum sur les lois, une réforme du référendum d'initiative partagée pour le rendre plus accessible parce qu'aujourd'hui il ne l'est pas, un élargissement des possibilités de faire des référendums, il l'avait déjà dit, une révision des statuts de la Corse et de la Nouvelle-Calédonie pour ouvrir la voie à plus d'autonomie suite donc au processus des accords de Matignon et suite aux discussions qu'il avait eues avec les Corses à l'occasion de la loi sur pas l'autonomie justement, mais la... Enfin si, remarque, le mot avait été prononcé à l'époque par le Cornu, je m'en souviens très bien. L'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution Voilà. et Voilà, je crois. Hein. la possibilité d'inscrire la protection du climat dans la Constitution. Voilà, c'était ça les réformes, c'était ça les propositions qu'il fait. En l'état actuel, c'est une super proposition que nous fait Emmanuel Macron. Mais ouais, C'est une proposition de gauche. Ouais. Et puis en plus, Tu voteras ce oui qui au est cool, référendum, c'est- toi Ah bah ouais. Et puis ce qui est cool, c'est qu'en fait, il refait une proposition qu'il fait déjà depuis genre presque des années désormais sur l'IVG dans la Constitution, Alors, entre-temps, ça a été voté par le Euh, Parlement, par ah. une loi constitutionnelle. par une proposition de loi constitutionnelle. Il avait promis Et qui a été- que le gouvernement
allait à nouveau s'en saisir, de sorte à ce que ça passe par un congrès et non pas par le référendum, précisément. Parce qu'en fait, quand il s'agit d'une proposition de loi constitutionnelle, la Constitution n'offre qu'une seule possibilité, à savoir uniquement réviser la Constitution à travers le vote du peuple, donc le recours au référendum. Lorsqu'il s'agit d'un projet de loi constitutionnelle, d'ailleurs, aucune proposition de loi constitutionnelle n'a abouti, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à celle sur l'IVG. Qui a été adoptée. Elle n'a pas abouti encore, elle n'est pas votée dans les mêmes termes par les deux chambres. Non, d'une part, et il faudrait qu'elle soit soumise à référendum. Oui, c'est par vrai. ailleurs, pour vraiment réformer la Constitution. Tandis que le projet de loi constitutionnelle permet soit effectivement de solliciter le peuple, soit de solliciter le Congrès réuni en 3/5 à Versailles, donc le Parlement, Assemblée nationale et Sénat. En fait, les associations féministes avaient pointé du doigt la difficulté que de recourir au référendum dans le cas de l'IVG, concernant notamment les moyens très, très importants dont disposent les anti-choix, qui font des campagnes de désinformation, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., depuis des décennies. Donc il y avait ce risque aussi de se retrouver dans une campagne de désinformation assez importante. Le 8 mars, le jour de la Journée internationale des droits des femmes, Emmanuel Macron avait promis de reprendre à son compte, donc que l'exécutif se saisisse de cette question, ce qui implique nécessairement un projet de loi. Donc voilà, j'ai le sentiment que, en tout cas, les associations féministes, et moi par ailleurs, on se fait un peu mener en bateau, puisque désormais, cette proposition sera inscrite dans une réforme vraisemblablement plus globale. Oui. Quid aussi de la capacité à faire adopter une telle réforme. Mais qui va la voter ? En fait, c'est ça la question. C'est-à-dire que là, en l'état actuel des choses, si on fait la liste de ce que je viens de dire, c'est dur pour la gauche de ne pas la voter, cette réforme. Ou alors sur l'argument de ça ne va pas assez loin, donc on ne soutient pas. Mais est-ce que c'est un peu le jeu du tu préfères ? Oui, mais tu sais... Tu préfères la 6ème République ou à défaut, tu as un chemin intermédiaire entre les deux. Est-ce qu'une réforme est-ce qu'une énième réforme de la Constitution de la 5ème République qui remettrait plus de démocratie serait suffisante, Antoine ? Mais honnêtement, ça va vraiment pas assez loin sur l'aspect démocratique. C'est-à-dire que je regardais les chiffres avant de venir. C'est en termes de préférence pour les différents types de régimes politiques, tu te rends compte que la préférence pour la démocratie représentative, c'est 45% de la population. Préférence pour la démocratie directe, c'est 40%. Et préférence pour des formes d'autorité plus autoritaires, c'est 15%. Et chez les moins de 35 ans, c'est la démocratie directe qui arrive devant la démocratie représentative. Donc, ok, davantage d'utilisation du référendum d'initiative partagée, pourquoi pas mal, mais ça va quand même pas assez loin en termes de demande démocratique. Et là où c'est dangereux, c'est que tu te rends compte que quand les aspirations démocratiques de la population, elles sont pas prises suffisamment en compte, mais là, tu peux avoir un vrai retour de l'autoritarisme. Et dans les dernières données qu'on a, on voit qu'à la question la démocratie est le meilleur système possible, elle est irremplaçable, ça a baissé de 5 points et il n'y a plus que 2/3 de la population qui est d'accord avec cette idée-là. Okay. Donc, à force de ne pas prendre en compte finalement ces vraies demandes de démocratie et davantage de participation directe sans passer forcément par des élus, finalement, il y a quand même une frustration qui grandit et qui peut être assez dangereuse. Malek ? Je me suis posé la question, je ne suis pas du tout député et je ne souhaite pas l'être, mais si j'avais été député ou sénateur, quel aurait été mon avis ? Est-ce que je vote l'inscription de l'IVG dans la Constitution alors qu'à côté, parce qu'on nous parle d'élargissement des domaines sur le référendum, mais on ne nous dit pas quoi, mais on a bel et bien compris que ça allait être un petit peu l'immigration. Pour pas dire totalement l'immigration, pour faire plaisir à la droite et pour que la droite finisse par voter cette réforme constitutionnelle. C'est ça l'article 11, ouais. Donc en fait, est-ce que je vote l'inscription de l'IVG avec l'élargissement à la question migratoire. Et on nous parle de l'élargissement aussi, de l'abaissement du seuil pour le référendum d'initiative partagée. Combien ? On ne sait pas. Voilà. Donc, c'est un peu de la branlette, en fait, cette réforme constitutionnelle. Disons les choses. Mais ça va être ça. Enfin, c'est le en même temps d'Emmanuel Macron qui va placer à peu près tous les acteurs face à leurs responsabilités. Pour flinguer tout le monde, à droite comme à gauche. Pour flinguer, je ne sais pas si c'est pour flinguer, mais le fait que ça gêne aux entournures, effectivement, la gauche qui veut bien l'IVG en Constitution, mais ça l'emmerde d'élargir la question référendaire vers l'immigration. Et la droite, inversement, qui veut bien de faire des référendums sur l'immigration. Par contre, l'IVG dans la Constitution, moins chaud. Le Sénat l'a quand même voté. Le Sénat l'a quand même
même terme voté, c'est très vrai. restrictif, hein, qui, moi, me satisfait pas. Mais Le Sénat a quand même fini par le voter, donc c'est vrai que la droite il y a a fait quand un même petit un bout de accord. chemin. Donc il y a quand même un accord sur le fond, effectivement, sur l'IVG. Et Là où, pour le coup, sur la gauche, non, effectivement, l'immigration au référendum, c'est non. Emmanuel Macron nous avait dit qu'il voulait faire autrement, qu'il avait compris en 2022, l'élection, oui. Voilà, il a été élu dans des conditions qui étaient très spécifiques, différentes de 2017, et qu'il voulait faire autrement, qu'il avait compris cette demande de plus de démocratie, de reconnaissance aujourd'hui dans le vote du scrutin. On n'y est pas du tout, on est à côté total, il n'y a pas de réponse à ça. Est-ce qu'il y a de la place pour la discussion sur ces propositions? Est-ce qu'Emmanuel Macron veut innover aussi dans la méthode pour élaborer cette réforme constitutionnelle? Est-ce qu'on va retomber dans un comité baladure comme en 2008 avec que des sages autour d'une table et on attend la fumée blanche pour que les sages nous disent regardez, c'est ça qu'il faut faire? Est-ce qu'Emmanuel Macron va se diriger vers un format de type grand débat ou de type saisine du CESE ou de type j'en sais rien? Je sais pas, est-ce que c'est pas l'occasion? Il a déjà innové par le passé, est-ce que c'est pas l'occasion de le faire à nouveau? Moi je pense qu'une convention citoyenne avec des citoyens tirés au sort pour travailler sur le sujet de la Constitution, c'est une très bonne idée. Il en a parlé? Non, Ah non. il n'en a pas parlé, il a ouvert la porte. T'as plein de bonnes J'avais idées ce loupé, soir. j'avais loupé. Mais j'ai que des bonnes idées. Non, Tu veux pas te présenter? Vas-y. il a juré la vie de sa race qu'il y aurait d'autres conventions citoyennes. Il n'y en a pas eu d'autres. Qui servira à rien, comme d'habitude, mais Il y a voilà. eu la fin de vie. Non, je suis méchant. Il y a eu la fin de vie. Il y a eu des trucs intéressants qui ont été faits. Il n'y a pas eu que le climat. Il y a eu la fin de vie dans la foulée. Oui. Donc, voilà, une convention Non, mais citoyenne. l'exercice Mais est c'est par ailleurs aussi, intéressant, enfin, je veux dire, le travail constituant, si on veut que le travail constituant soit démocratique, et c'est ce pourquoi plaide Dominique Rousseau dans une très bonne tribune dans Le Monde, et je suis complètement d'accord avec lui, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est pas un peu à la ZUP comme ça, surtout dans le paysage politique dans lequel on est, avec l'état du Non, débat mais public. Donc, moi, je me pose la question aussi de savoir dans quelle mesure le référendum est un outil qui permette de répondre à davantage d'aspirations démocratiques. C'est la vraie question, parce que finalement, moi, je trouve que c'est un outil qui est un peu éclaté au sol en termes de démocratie, parce que tu demandes aux gens, quel outil? oui, non, le référendum. le référendum, moi je suis d'accord avec toi, c'est pas un idéal Je démocratique. trouve pas que ce soit un aboutissement démocratique et participatif par ailleurs très intéressant, quoi. Mais tu pourrais le mêler à des. Enfin, par exemple, si tu parles de convention citoyenne, Jean, tu peux mêler la convention citoyenne avec un référendum derrière, par exemple. Oui, à condition. C'était la promesse de Voilà. celle de sur le climat. Oui, t'as raison. Effectivement, à C'est condition de- qu'il y ait Tu peux avoir une phase partie délibérative avant voilà. et après un Mais référendum. on derrière. repose dans le problème Exactement. historique de cette constitution de la Ve République, c'est que ça dépend de la bonne volonté du gouvernant. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux avoir un référendum qui est le fruit d'une réflexion collective, etc., et qui est plutôt un bon référendum d'un point de vue démocrate que je partage avec toi, ou tu peux faire un référendum césariste à la De Gaulle en disant votez oui, ça veut dire me valider ou pas. Mais Tout à fait. la démarche, celle que décrit là, Antoine, elle est. On en avait parlé il y a un an, juste après la réforme des retraites, où j'avais dit que la seule manière de s'en sortir, c'était justement de dire convention citoyenne, faites vos travaux. Vos propositions, on les soumet à référendum. Moi, je m'en mêle pas. Je vous promets de soumettre ça à référendum et au moins on avance. Et là, le problème, c'est que on tourne en rond. Je fais un gros big up à Démocratie Ouverte, cette ONG incroyable que j'aime de tout mon cœur, qui appelle à cette convention citoyenne depuis longtemps. Ouais, Et donc, il rencontre le ministère du Renouveau démocratique. Qui est le ministère du Renouveau démocratique? Olivier Véran. Olivier Véran. Hey, Personne hey. le sait. Personne tout le ne monde s'en branle. sait. Ah, si, non, mais moi je le Et sais, voilà. c'est terriblement gênant. Et avec on ces n'avance pas. vidéos. Ah si, il y a Olivier qui me dit on va peut-être innover. Il y a l'application maintenant. Il y a l'application Agora. On va faire il est- des il est- référendums, il- mais bon, finalement, on revient Ah toujours non. aux mêmes recettes et aux mêmes pots de confiture in fine. Vous avez vu la vidéo? Laquelle? Sur Le Agora micro-trottoir, Ah ouais. incroyable. Oui, j'ai vu le micro-trottoir d'Olivier. La cringeance. Mais c'est pas le sujet. Ah, si. Ah bah si. Non, Pourquoi pas? Bien sûr que si, c'est le sujet. T'as un ministre qui débarque avec un micro comme ça en leur demandant coucou, vous aimez bien la démocratie? Le mec, il est ministre du renouveau démocratique. Il a Et- changé. Hein. justement, le Et fait les qu'il aille méthodes parler sont avec les gens. intéressantes. Non, mais tu tu vois, vois, mais oui. bien sûr, donc faut en parler de ça aussi. D'accord, ok. C'est plus ce que c'était, Jean-Yves Lafessant. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un gouvernement plus démocratique, c'est les ministres qui vont plus parler avec les gens, c'est plus d'intervention, c'est les réseaux. Non, c'est. Alors, moi, je trouve que pour le coup, l'idée de l'application, why not? À Oui, en fait, condition. Ouais, voilà, moi aussi. Le gouvernement a le droit de je parler aux tape, gens, moi, j'ai pas de problème. Ouais, voilà, pourquoi pas? Ça va coûter beaucoup. Ce que ça va coûter. Voilà. Pour quel résultat? Ça, je sais pas. Encore une fois, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que ce gouvernement s'intéresse aux objectifs réels qu'il veut mettre en place. Ça, c'est la bonne question. Je suis d'accord Non, mais avec toi. tu vois, et Qu'est-ce qu'ils qu'on veut, en définissent fait une stratégie. Et puis, parfois, il y a aussi des études d'impact. Parce que c'est super utile. Il y a Mais des gens qui font ça Mais très c'est ça bien. le problème. Hein. Et j'ai l'impression qu'ils s'en tapent un peu. Antoine? C'est ça le problème, c'est qu'au fond, le gouvernement ne veut pas changer la règle du jeu. Si tu prends quand même toute l'histoire de la Macronie, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, il y a eu la réforme des retraites. Et en fait, tu te rends compte que maintenant, à chaque crise sectorielle que tu as,
tu as la question démocratique qui arrive derrière. Alors avec le RIC au moment des Gilets jaunes, la crise Covid, c'était pas tant les mesures prises, mais la légitimité de ceux qui les prenaient avec le Conseil scientifique. Et la réforme des retraites, on t'en a été à défendre le Conseil constitutionnel, c'est de dire là où on en était. Bon, bref, tout ça pour dire que cette question démocratique, elle est vraiment, c'est l'éléphant au milieu de la pièce, et pourtant, bon, un petit peu référendum d'initiative partagée, etc. Ils veulent pas aller dans cette direction-là. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et c'est le drame de cette 5e République, c'est que tu ne peux pas contraindre un gouvernement, et encore moins un président de la République, à avoir de la bonne volonté dans une direction dans laquelle il ne veut pas aller. Et effectivement, s'ils ne veulent pas toucher à l'objet, on pourra faire toutes les émissions du monde les plus passionnantes. Fondamentalement, ça ne changera pas les équilibres. On restera dans un système présidentialisé, etc. Pourtant, Dieu sait que les émissions sont passionnantes. Et Dieu sait qu'elles sont bien. Abonnez-vous, faites des dons, c'est incroyable. Dernier sujet dont je voulais parler avec vous. C'est la panique sur les punaises de lit. Alors, quand on préparait cette émission, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on traite ça politiquement ? Est-ce qu'on est face à un sujet qui est une pure hystérie collective autour d'un sujet dont, en fait, les observations montrent qu'il y a une augmentation. On en parlait pendant tout le before de cette émission avec deux youtubeuses extraordinaires. On parlait du fait qu'il n'y a pas de phénomène massif, qu'il y a une augmentation, mais qui n'est pas plus importante que l'année dernière. On parle du phénomène des JO. On a vu CNews qui a fait un parallèle avec l'immigration, alors que toutes les études montrent qu'en fait, non, il n'y a pas de... Et Olivier Marleix. Et Olivier Marleix, le ministre... le chef des LR à l'Assemblée nationale. Qui lui aussi a fait le lien. Alors que les études montrent bien qu'il n'y a absolument rien de spécifique à la fortune des populations, à leur niveau de vie, à leur niveau d'hygiène et de propreté, pour reprendre les propos de Léna tout à l'heure. Donc, le phénomène des punaises de lit, qu'est-ce que ce phénomène de cette rentrée dit de notre paysage politique et de notre débat public ? Malek. C'est très intéressant. J'en parlais avec les équipes quand on préparait l'émission. Moi, les punaises de lit, ça fait 1 an en fait que moi j'en parle de mon côté. C'était une petite psychose. Ouais. J'ai vu des vidéos et j'étais persuadé d'en avoir partout. 3 sociétés sont venues à la maison. Ça m'a coûté la peau du derche. Et en fait, j'en avais pas, mais je suis tombé dans la psychose. Mais à côté de la psychose, il y a aussi un vrai sujet de santé publique qui est traité par des élus. On peut citer Mathilde Panot, mais pas que. Il faut aussi distribuer des bons points quand il faut le faire. Depuis des années, en face, il y a zéro réponse. Zéro réponse du gouvernement, mais aussi zéro réponse en réalité des autres groupes politiques. Et là, par opportunisme, tout le monde a décidé de placer la question des punaises de lit comme une priorité nationale. Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance, nous en parle, mais comme si vraiment Renaissance bossait dessus, mais depuis des années. Non, tout ce que vous avez fait, vous nous avez parlé d'un groupe interministériel qui allait bosser dessus, qui se réunit demain, qui allait vous faire un petit numéro vert encore et un site internet. Et voilà. Et puis on a fait tout ce qu'on avait à faire. Mathilde Panot parlait en 2017 de, je crois, 200 000 ou 300 000 interventions par an. On est à plus d'1 million. On est à plus d'1 million, oui. Donc c'est qu'il y a un vrai sujet et que tout le monde a voulu occulter. Et là, par opportunisme, tout le monde veut y retomber. Léa, est-ce que c'est un sujet que le gouvernement a mal anticipé ? Alors oui, déjà, je tiens à souligner qu'il y a, à mon avis, une réponse politique qui est à retardement, de toute évidence, parce que la réalité du calvaire que peut représenter les punaises de lit est une réalité dans certains endroits que l'on oublie dans notre République. Et je parle plus particulièrement du milieu carcéral. Parce que depuis 2013, il y a des rapports quasi annuels qui alertent sur la prolifération des punaises, qui est facilitée par la proximité dans les cellules, et notamment la proximité des matelas. En fait, les punaises de lit, elles portent bien leur nom puisqu'elles se logent effectivement dans des matelas. Donc depuis 2013, on a quand même la contrôleuse des lieux de rétention, etc. Dans les centres de rétention administrative aussi, des problèmes tels que ceux-là. C'est un problème aussi qui territorialement a émergé à Marseille, beaucoup. La ville la plus touchée par les punaises de lit, c'est Marseille, et depuis quand même des années. Et en fait, il faut attendre en quelque sorte que ça débarque dans le métro parisien pour que la classe politique commence à s'exciter. Et il faut qu'il y ait des articles des médias étrangers pour dire ouïouïouï, punaise de lit en France, allez pas au JO. Avec l'enjeu des JO, oui, c'est vrai. L'enjeu des JO moi, je trouve ça dramatique parce qu'en réalité, je vous conseille d'ailleurs un excellent podcast d'Arte Radio. Je ne veux pas faire de la concurrence au podcast de Malek, mais l'avantage des podcasts, c'est que vous pouvez en écouter plein. Ou abonnez-vous à Popol aussi d'ailleurs, qui s'appelle Profil, et qui interviewe des personnes avec des profils professionnels très spécifiques. Et en l'occurrence, une psychologue qui intervient dans le milieu carcéral, qui parle de l'impact sur la santé mentale des détenus de la présence de punaises de lit, en fait. Et ça, c'est totalement occulté. Donc, depuis maintenant plus d'une décennie, on connaît le problème. Personne n'intervient. Donc, on attend, finalement, que ce soit sous notre nez
et que ça dérange un peu la classe dominante, en quelque sorte, pour intervenir. Avec Donc, il y a l'enjeu une des énorme JO, hypocrisie encore en la matière. Et moi, il y a autre chose. On parlait tout à l'heure de la responsabilité de qui doit payer pour des interventions. Les interventions, ça coûte un bras. Ça coûte un bras. Ça coûte un bras. Je veux dire, Ça coûte très très cher. On en parle plusieurs centaines d'euros. Au-delà du fait que ça coûte très cher, mais en plus, quand tes meubles sont infestés, il faut les jeter. Donc ça veut dire remplacer de la literie. Les gens n'ont pas les moyens aussi. Enfin, voilà. Il y a aussi savoir comment on va faire pour indemniser ces personnes qui sont touchées de plus en plus par ce phénomène. Et on aura peut-être la réponse d'un accompagnement du gouvernement. Demain aura lieu ce comité interministériel qui doit saisir de la question. Dernier mot, Antoine, si tu le souhaites, sur ce sujet. Je trouvais que Vincent a dit des choses très intéressantes tout à l'heure, notamment sur son passage sur Pascal Pro. Non, pardon. C'était Je pense qu'il y a plusieurs choses. Le phénomène des réseaux sociaux, ça montre bien comment médiatiquement un problème public peut être construit, parce qu'il y a une augmentation constante des punaises de lit depuis des années. Et c'est maintenant qu'on prend en compte ce problème-là alors qu'il existait auparavant, parce que ça a été publié sur Twitter et que les journalistes sont sur Twitter, du coup ils l'ont relayé et du coup c'est devenu un problème. Et si c'est un problème pour les journalistes, ça devient un problème pour les représentants politiques. Ça c'est un premier point. Et le second point, c'est vraiment de mettre en avant les aspects d'inégalité sociale qu'il y a derrière ce problème de punaises de lit, parce que quand ça coûte 800 € pour se faire enlever les punaises de lit dans son appartement, tout le monde n'est pas en mesure de le faire. Donc encore une fois, tu vois bien comment les problèmes de santé publique, tout le monde n'est pas traité de la même enseigne par rapport à ça. En principe, c'est au propriétaire de payer la désinfection. Chers amis, je vous rappelle que cette émission Backseat est financée grâce à vos dons. N'hésitez pas à participer, vous aussi, à rendre possible la réalisation de cette émission chaque semaine par une équipe de passionnés. J'en profite pour remercier toutes les équipes qui fabriquent cette émission chaque semaine, les équipes techniques, les équipes éditoriales, mes chroniqueurs et chroniqueuses. Vous pouvez nous retrouver sur KissKissBankBank. Vous avez la possibilité de faire un don mensuel qui nous permet de continuer cette émission. On a des paliers dans le financement participatif à réussir. On est déjà à 18 000 € par mois. L'objectif pour qu'on réussisse à pérenniser cette émission, c'est 33 000 €. C'est 30 000 € par mois. Et le prochain palier à 19 000 €, on aura une émission en live de cuisine avec Léa ici présente et Benoît Hamon qui vont cuisiner un kebab. Non, ce n'est pas une blague. Oui, ça va vraiment arriver si vous donnez à Backseat et que vous participez à son financement. Merci du fond du cœur, chers amis. Ça vous dit de jouer à un jeu à la con ? Ouais. Allez, c'est parti pour le jeu à la con. Alors, le jeu à la con, cette semaine, comme les semaines précédentes, on va continuer avec le jeu du chapeau, le jeu du post-it, appelez-le comme vous voulez. On va devoir deviner chacun, tous les quatre, un personnage qui nous a été attribué. On ne le connaît pas, on ne connaît que les personnages attribués aux trois autres. Et on doit discuter pour essayer d'interroger les autres sur quel personnage est-ce que j'ai. Je me banane déjà. Voilà. Je vais vous donner une petite feuille à chacun sur laquelle vous avez les noms des trois autres, mais pas le vôtre. Malek, ça c'est pour toi. Antoine, celle-là c'est la tienne. Et Léa, celle-là c'est la tienne. Vous avez un petit peu le temps de la regarder. Vous, chez vous, ça s'affiche à l'image. Vous le voyez aussi sur l'écran. Je vous demande d'ailleurs les chroniqueurs de ne pas regarder l'écran, mais en principe, vous pouvez pas le voir. Tu peux pas savoir comme j'ai kiffé ce jeu la première fois. Du coup, on fait quoi avec les enveloppes là ? Avec la fiche ? Tu la montres pas. Tu la regardes. Alors, vous me faites très peur parce que vous regardez dans ma direction et ça me fait flipper. Donc, tu regardes la feuille parce que tu as les trois personnages. Hop. Ok, on n'est pas bien. Ok, d'accord. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un thème cette semaine. Est-ce que je suis un personnage réel ? Ah oui, d'accord. Ah, on en putain, la vache. Est-ce que je suis un personnage de fiction ? Oui. D'accord, merci. T'es un personnage de fiction. Est-ce que je suis un personnage de film d'animation ? Non. Est-ce que je suis un personnage de... Alors, du coup, je pose une question vu qu'il y a eu un nom. Est-ce que je suis un personnage politique ? T'aurais pu, mais non. Je rigole. Encore que. D'un certain point de vue, mais non, clairement non. On en rediscutera. Mais... Est-ce que je suis un homme ? Oui. Non. Bah, masculin. Bah, non. Là, je regarde. C'est pas un homme. T'aurais pu être journaliste sur CNews, mais non, finalement, non. Voilà. Non, c'est pas un homme, non. Non, t'es pas un homme, je rigole. pas un C'est une homme. vanne, joke. Est-ce que je suis un être humain ? Non. Ok, d'accord. Suis-je un être Ah pardon, si, toi oui, pardon. Ah, ok. Ça y est, je confonds les... Ok, et moi, suis-je un être humain ? Non. Non, mais vraiment pas. Non. Pas exactement. C'est un personnage de fiction ? Attends. Mais oui,
Non, mais vas-y, c'est le bordel, de toute façon. Non, non, là, mais c'est fait attends. exprès, hein. Non, et Y a pas de les règle. règles, les Non, gars. il n'y a pas de règle. Alors, commence pas à essayer de faire des scores. La règle, c'est le Non, bordel. là, je me fais carotte. Depuis tout à l'heure, j'ai pas pu poser une question, Eh ben, donc on remet les bases. Pose tes Tu questions. poses une question, ta réponse c'est non, ça passe au prochain. Ok. Voilà. D'où vous applaudissez, ça a toujours été le bordel. Vas-y. Suis-je un personnage de fiction? Oui. Donc là, j'ai le droit de continuer, tu vois. Oui, vraiment. je m'en Suis-je un être humain? Non. Ah non, non. Ah. Non, non. Est-ce que mon personnage est un animal? Non. Non. Est-ce que le mien est un animal? Ah, d'accord. Non, non, non. Vous m'aidez tellement pas. Non. Non, non. Est-ce que je suis un personnage de fiction? Oui. Oui. Quelqu'un dans le public a un stylo à me balancer? Si quelqu'un a ça dans sa poche? Non, mais toi, tu veux pas prendre des notes? Non, 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 non. Qui revient de cours. Dans la tête. Hein. Moi, j'ai déjà oublié qui était qui, donc. Oui, pareil. Alors, personnage de fiction. Est-ce que je suis un personnage récent? Non. Non. Ok. Non, Non. t'as des Non, années non, dans non, le compteur, non, ouais. Non, pas récent. Bah non. Non, t'as les heures de vol, ouais. Des heures de vol, ouais. Est-ce que donc, je suis un personnage de fiction? On a dit oui. Mhm. Ok. On a dit à moitié, on n'a pas dit oui. À moitié. Bah si, quand même. Si. Il est Ok. fictif, c'est évident. Dans un film? Non. Dans un dessin? Ok. Non. Pas du tout. Ah ouais. Ah, j'ai oublié les règles, désolé. Suis-je Pierre. un animal? Non. Non. Putain. Ok, bah, je sais pas ce que je suis. Hein. Est-ce que je symbolise quelque chose? Toi? Est-ce que je suis une mascotte? Non. Non. Non, pas comme ça. Antoine, et toi? Je me dis que potentiellement ce jeu peut être super long en fait. Il peut être très très long. Il y a un risque là, on va pas se Ouais, mentir. hein. On est sur. On s'arrête à 2h du matin. Est-ce que je suis un personnage de dessin animé? Oui. Enfin, non. Ouais. Bah non, du coup. Non. Pas un dessin animé. Si, il y a eu. Ah bon? Il y a eu adaptation. On est en retard, donc en fait, à mon avis, il va falloir donner des indices là. On est sur le moment où il faut Ok. donner des indices. Alors Malek, ton indice, c'est que tu ne trouveras pas. Merci Antoine. T'es une mascotte, Malek. Malek, t'es une mascotte. Je suis une mascotte. Ouais. non, Pas n'importe Léa, laquelle. t'es une mascotte aussi. Ah. Tu es une. Ouais. je suis une mascotte d'une marque. Ok. Bah un peu quand Non. même. Ah ouais? Bah c'est une marque. Oui, non oui, d'un certain point de vue, mais. Juridiquement. C'est une marque ponctuelle. C'est une marque comment? Ponctuelle. Ponctuelle, ok. D'une compétition sportive? Tout à Oui. fait. Footix? Non. Ah merde. Ah, j'ai tenté, j'ai tenté. Non, non, Pas loin, tu vas être déçu. Je vais être déçu. moins mémorable, encore que. Antoine, tu es un personnage de BD. Hmm. Français, non? Et Oui. t'aimes pas trop les voitures? Si on se rapproche d'une vanne. Oh là là, c'est compliqué cette affaire. Et moi, un indice? Toi, mec, on t'a vu au Cinoche, on peut dire ça? Ouais. C'est bien comme on n'en donne pas trop. Ouais, ça l'aide vachement, ouais. Est-ce que je suis Astérix? Non. Alors pas Dans, exactement. dans une non. saga. T'as Moi, je suis une mascotte sportive. Non. Non. Non, t'es pas une mascotte sportive, t'es une mascotte commerciale. Commerciale. Et tu. Non. ça. Bah si. Il faut des indices, j'en ai pas eu. T'as plein de copains. Le pire indice. Je suis M&M's. Oui. Ah. D'où ça t'est sorti d'un coup comme ça? C'est trop bien. Bah je sais pas, je les imaginais tous ensemble. Mais là, t'es de pas toutes les n'importe quel couleurs. M&M's, c'était le M&M's violet. Violet. Ah ouais, trop stylé avec les grands cils là. La meuf, ouais. Ah Ouais, yeah, ça l'est. Je suis le M&M's woke. Oui, exactement, oui, c'est ça. C'est le Non, mais, M&M's je qui a suis été très dénoncé sur honorée. Fox News. Tu Parce sais, que la dernière fois, j'étais quand même David Douillet, donc. C'est vrai, c'est vrai. voilà. T'es Bon, passé moi, de j'étais David Arlette Douillet, Laguiller, donc je. Toi, t'étais Arlette Non, Laguiller, ouais, c'est c'est bien. vrai. Regardez. Cinéma, saga, je suis Groot. Non. Non. Mascotte, mec. Plus. Est-ce que je suis est-ce que je suis dans la saga DC? Non. Galérer là. Est-ce que je suis dans une saga Marvel? Non. Ok, très bien. Non, mais au moins, Malek, ça- comment il galère. Ouais. Sérieux, je fais une story là. Je suis une mascotte. Tu es une mascotte Ponctuelle. d'événements sportifs. Pour une fois que je gagne avant Purée, mais merde. Frérot. Des JO? Oui. Ouais. Mais j'ai pas le nom de la Bah, mascotte des JO. décris-la.
C'est un truc c'est comme une flamme, non? Pas Non. du tout, absolument pas. Non. Non, non. Purée, j'ai déjà oublié cette mascotte. Non, ah bah pourtant. Ah, je sais qu'elle est bien moche et que c'est bien de la merde. Ah, là, c'est un indice. Voilà. Ah bah merde. Certaines femmes diraient que c'est pas étonnant que les hommes la trouvent pas. Ouais. Ah J'aurais pas dit que c'était de la merde, perso, mais bon. Ça peut se révéler fort utile Non, dans mais certaines arrête, c'est pas. situations. Non, mais c'était pas le nom de la mascotte, absolument pas. Non, c'est Mais je vois bien. c'est un Ok. détournement. Donc c'est vrai, ce n'était pas du tout une merde. Bon, bah, c'était autre décris-la chose du coup, à défaut d'avoir son nom. En vrai, moi, j'avais pas le nom. Non, attends, si j'ai le nom, attends. Attends, si je l'ai. Attends, je Tony filme. Estanguet s'en est même expliqué sur France Allez, Info. attends, je filme parce que là, vraiment. Question de Salia Non, non, Braclia, direct. je m'en souviens. Beaucoup trop précis. J'ai le nom. Ah, ça race, je l'ai plus. Bah, sinon, la référence. T'as la référence. La ref, moi. la ref. Ça symbolise quoi? Une petite vulve très mignonne. Bon, allez, on peut l'applaudir. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'on a le nom? Oui, la frige. Frige. Ah, mais c'était bien de la merde, j'avais raison. moi. Oui, c'est bien de la merde. Non, mais c'est de la merde du début jusqu'à la fin, cette mascotte. Donc, ouais, exactement. Antoine, il nous reste plus que toi et moi. Toi, t'es un personnage communiste. Je te le dis tout de suite. Oh là là, mais là, Ah bon? Ouais. Ah Ah ouais. bah oui, J'avais pas pigé. En même temps. un personnage de BD communiste qui aime pas les voitures. Mais tu veux que je fasse avec ça, moi? Et non, Fabien Roussel n'est toujours pas suis- communiste. Toi, t'es sénateur. Et toujours pas un camarade. Ouais, t'es sénateur, Jean. Ah, Jar Jar Binks. Ah, mais tu te rapproches. T'es dans le bon thème. Je suis Padmé Amidala. Non, mais Je vais vous faire tout le set de la méchant, galaxie. méchant. Je suis Palpatine. Merci pour les. Ouais, merci. Toi, du coup. Ouais, on peut juste dire que j'ai pas trouvé, non? Tu es non, tu vas trouver mon vieux. Tu es un animal. Tu es la mascotte d'un Ouais, il est journal trop communiste mignon, en plus. qui a créé une BD. Ah, pif. Tu es Pif le chien. Bravo, Antoine. Méga galère, les personnages de fiction, je le dis dans ce jeu. Voilà, on va rester sur les personnalités politiques. Bah ouais, je pense, ouais. Parce que là, les ça devient persos de compliqué fiction, d'eau. si on n'a pas des turbos indices, franchement, c'est vraiment impossible. Merci beaucoup, les amis. Merci à toi. On va marquer une pause et après la pause, on se retrouve avec notre invité politique de la semaine. Il s'agira du président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud. À tout à l'heure.